Allô, allô! Comme je l'ai déjà dit, le libéralisme est une théorie qui repose sur des concepts qui ont commencé à faire leur chemin dans la mentalité européenne à partir de la Renaissance, ou peut-être à partir de la fin du Moyen Âge, et petit à petit durant la Renaissance, et qui sont encore ancrés dans notre culture aujourd'hui, notamment l'égalité entre tous les humains, la liberté de l'être humain, l'individualisme ainsi que l'humanisme. La théorie libérale se veut une réponse à la question de comment gérer une société, compte tenu que la société se compose d'individus indépendants les uns des autres, égaux entre eux et libres, qui sont en mesure d'établir par eux-mêmes les normes qu'ils doivent suivre et aussi de les suivre par leurs propres moyens sans aide extérieure. C'est la question à laquelle un bon nombre de philosophes de la Renaissance et du siècle des Lumières ont voulu répondre. Et dans plusieurs versions du libéralisme, celui-ci repose sur l'idée du contrat social. Alors, un certain nombre de philosophes de la Renaissance et du siècle des Lumières concevaient la société comme reposant sur un contrat. On retrouve ça, par exemple, chez Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Selon leur conception, dans un État bien géré, chaque membre de la société s'engage, pour ainsi dire, à respecter certaines contraintes, en ayant en retour l'assurance que tous les autres respectent les mêmes contraintes. Là, ça peut paraître étonnant de vouloir établir des contraintes puisqu'on sait que le libéralisme fait de la liberté la valeur centrale. Et ici, on parle spécifiquement de liberté politique. On veut protéger la liberté politique de ce fait. Mais est-ce que j'ai pas dit dans une capsule précédente que la liberté politique se comprenait justement par opposition à la contrainte? Alors, j'explique pourquoi les théoriciens du contrat social partaient de l'idée que chaque humain est libre par nature, mais que la liberté de l'un peut facilement aller à l'encontre de la liberté de l'autre. Puisqu'on vit en société, il faut trouver une façon d'assurer à chacun un espace dans lequel il peut exercer sa liberté naturelle, ce qui implique que d'autres ne peuvent pas agir de façon à s'opposer à sa liberté à l'intérieur de cet espace-là. Et ici, je ne parle pas forcément d'un espace physique, mais d'un espace virtuel, qui inclut, bien entendu, un espace physique. C'est donc ça qui justifie le contrat social, ce qui donne à l'individu une raison valable de renoncer à une partie de sa liberté en respectant certaines contraintes, c'est qu'en contrepartie, il a l'assurance qu'en dehors de ces contraintes-là, personne ne peut le contraindre à agir autrement que comme il veut. Ou du moins, si quelqu'un essaie de le faire, il a à ce moment-là des recours parce qu'il est protégé. Il a donc une assurance qu'il est protégé, qu'il n'aurait pas sans des lois pour le protéger, sans un État pour le protéger. Bref, le rôle de l'État devient surtout d'être au service des individus en protégeant leurs droits. J'ai parlé de philosophes de la Renaissance.
On retrouve une version plus récente du contrat social chez le philosophe John Rawls, philosophe états-unien. Alors, John Rawls, qui est connu pour son idée du voile d'ignorance, supposons qu'on doive établir les conditions, les règles qu'on impose dans la société et qu'on soit tous derrière un voile d'ignorance faisant en sorte qu'on ignore quelle conception du bien on a personnellement. Ben, quelles sont les règles qu'on accepterait si on était dans ces conditions-là? Il faut que les lois soient celles qu'on accepterait si on devait les négocier derrière le voile d'ignorance. Alors, l'idée du contrat social est populaire. Ceci dit, John Stuart Mill, dont j'ai beaucoup parlé, est certainement un des théoriciens principaux du libéralisme, mais contrairement à Rousseau ou encore à Kant, il n'est pas clair qu'on puisse le classer parmi les philosophes de la liberté. En fait, oui et non, parce que oui, il accordait de l'importance à la liberté politique, mais il rejetait clairement cette idée d'un contrat social. Selon lui, un tel contrat n'existe pas plus d'ailleurs que le libre arbitre. Les arguments de John Stuart Mill pour justifier le libéralisme sont d'inspiration utilitariste. Contrairement à Kant et à plusieurs théoriciens du libéralisme, pour Mill, la liberté n'est pas la valeur suprême, elle est subordonnée à l'utilité. N'empêche que la liberté est presque au sommet des priorités à ses yeux parce qu'il présente les limites à la liberté comme faisant partie des pires torts que l'on puisse causer. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça change que le libéralisme repose sur une philosophie de la liberté ou sur l'utilitarisme? Eh bien, ça change surtout les arguments que doivent fournir ceux qui s'opposent au libéralisme. D'un côté, pour montrer les faiblesses du libéralisme, il faudrait montrer que la conception de l'être humain comme naturellement libre et individuel, c'est-à-dire indépendant de ses semblables, est erronée. D'une autre manière, il s'agirait de montrer que faire de la liberté la valeur suprême n'est pas l'option qui favorise le plus grand bonheur. Bien entendu, rien n'empêche de critiquer le libéralisme des deux manières. Mathieu Bock-Côté, un philosophe conservateur contemporain, s'affaire justement à ça dans son ouvrage « Le Nouveau Régime ». J'en parlerai dans des prochaines capsules.